Bonjour à tous et merci à la marque du coup, pour cette invitation pour parler des sujets liés à la satisfaction client et notamment le lien avec la performance financière et extra-financière. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Élise Naturel, je suis analyste extra-financier chez Trust Team Finance. Et pour vous présenter rapidement la société, donc on est une société de gestion 100% indépendante qui a été créée en 2001. Et donc, on a notre process d'investissement qui repose sur un critère de satisfaction client. Si vous voulez, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille maintenant en lien avec la satisfaction client. Avec la crise de 2008, on a cherché en fait à savoir comment est-ce qu'on aurait pu éviter ça et qu'est-ce qui nous manque pour vraiment avoir une vision complète de l'entreprise. Et comme le disait Marie-Hermine, des études académiques montraient le lien entre satisfaction client et performance financière. Puisque c'est très simple, le client, c'est l'actif le plus important de l'entreprise, c'est lui qui va faire le chiffre d'affaires. Et donc, s'intéresser au client, à ses attentes, à comment est-ce que lui, il percevait l'entreprise, ça nous a semblé extrêmement logique. Et donc, c'est à partir de là qu'on a vraiment développé ce process, donc ROC pour Return on Customer, donc basé sur de la satisfaction client. Est-ce que Mathilde, tu veux nous présenter du coup Saint-Gobain, puisque Mathilde va partager avec nous ce webinaire. Avec plaisir. Bonjour à tous. Mathilde Hébert. D'abord, merci beaucoup à la marque et à Trust Team, et toi, Élise, particulièrement, de m'offrir l'opportunité de partager plein de convictions autour de l'expérience client, puisque donc, je suis, comme Marie-Hermine vous l'a dit, directrice de l'expérience client et du marketing digital pour le groupe Saint-Gobain. Alors, le groupe Saint-Gobain, vous connaissez peut-être. En France, c'est une marque qui reste relativement connue. On est un groupe avec plus de 350 ans d'histoire qui a démarré avec la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Et c'est un groupe mondial qui a su vivre et se transformer pour continuer à exister plus de 350 ans après. Vous imaginez bien toutes les transformations que cela signifie. Nous sommes présents dans 75 pays avec un chiffre d'affaires qui dépasse 44 milliards d'euros. Vous voyez le nombre de collaborateurs, donc c'est un gros groupe, leader, soit européen, soit mondial, dans la plupart de nos métiers, et on a un engagement extrêmement fort sur le développement durable, et nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050. Peut-être pour faire un focus sur les métiers du groupe et notre mission, nous avons plusieurs secteurs d'activité. D'abord, nous concevons et produisons des matériaux de construction, notamment, mais nous les distribuons aussi. Donc, c'est assez atypique. Alors, les métiers industriels de Saint-Gobain vendent à la distribution de Saint-Gobain et aux concurrents, et inversement, la distribution de Saint-Gobain distribue les matériaux de Saint-Gobain, mais aussi de ses concurrents. Donc, c'est une relation assez particulière. Et donc, à peu près 80% de notre chiffre d'affaires est dans les métiers de la construction. Mais nous avons 20% de notre chiffre d'affaires aussi qui est sur la mobilité, l'industrie. Donc, si, comme vous êtes essentiellement des personnes françaises, je peux vous citer quelques marques sur les métiers industriels. Ça va être évidemment la marque Saint-Gobain pour le verre. Ça va être Isover, Placo pour les plaques de plâtre, Weber pour tout ce qui est mortier. Bien sûr dans le verre avec Securite, on vend aussi des pare-brises donc pour la mobilité, les voitures, etc. Et puis on a des métiers plus industriels, plus lourds sur des céramiques haute performance, des plastiques haute performance, etc. Au niveau de la distribution, ça va être les marques comme Point P, la plateforme du bâtiment, CDO, tout un tas d'enseignes qui sont bien connues, certainement des gens autour de la table. Et évidemment, puisque le sujet aujourd'hui, c'est celui du client, je voulais juste vous partager un slide qui est dans notre présentation institutionnelle, qui montre que notre orientation client, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur et que, comme Trust Team, nous sommes absolument convaincus que cultiver cette intimité avec nos clients est un facteur de performance. Cultiver cette intimité, ça peut prendre des formes très variables puisque vous avez compris qu'on a des métiers très différents. Ça peut être via la distribution quand on a une base de clients qui est extrêmement large, extrêmement variée
ça va passer par la relation en agence, mais ça peut passer aussi par du co-développement dans des métiers beaucoup plus industriels. Et donc, des modes d'innovation, de relation, de collecte de la voix du client et de collecte de cette connaissance client qui peut être très différente. Donc, c'est tout l'intérêt du groupe Saint-Gobain. C'est un groupe qui est très varié, avec beaucoup d'enjeux. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui nous relie, c'est cette conviction que la proximité avec le client est un sujet clé. Voilà. Alors peut-être pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et expliquer donc pourquoi ce focus sur le client. Aujourd'hui, on parle de l'ère du client, puisque vous le savez, on est dans une société très concurrentielle. Si il y a peut-être 10 ans, on avait le choix entre 3 ou 4 marques lorsqu'on voulait faire nos achats, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 6 ou 7. Donc, beaucoup de concurrence. Et comment est-ce qu'une entreprise peut se démarquer de ses concurrents au-delà du rapport qualité-prix qui est évidemment un critère extrêmement important pour le client? Et bien aussi, il y a tout ce qui est autour de l'expérience que l'entreprise va pouvoir proposer à son client. Donc, au niveau de cette expérience client, l'intérêt, ça va vraiment être de réussir à comprendre les attentes de son client et à y répondre le mieux possible. C'est ce qui va vraiment faire la différence aux yeux du consommateur. Ce qu'on voit également, c'est qu'avec la montée en puissance des réseaux sociaux, donc ça fait déjà quelques années qu'on en parle, mais c'est vrai que ça a vraiment explosé avec la crise du Covid, eh bien, le client il a accès à énormément d'informations. Il peut aussi en partager beaucoup, que ce soit dans le côté positif ou dans le côté négatif. Donc, il a accès à énormément de renseignements sur les entreprises. Et ce partage d'informations et cette récolte également, ça peut être extrêmement néfaste pour une entreprise ou au contraire, ça peut lui être très profitable. On le voit très facilement avec les réseaux sociaux, tout ce qui est lié au boycott et implicitement également au greenwashing, ça a explosé quand le client n'est pas satisfait d'une entreprise, quand l'entreprise n'arrive pas à répondre aux attentes du client, eh bien, il n'a pas de mal à s'en détourner sans problème, voire à complètement boycotter la société. Et effectivement, Élise, merci pour cette introduction. Nous, on a un ADN quand même de producteur. Et donc, cette logique de faire des produits de qualité, de rapport qualité-prix dont tu parlais, Élise, c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis 350 ans. En revanche, avec effectivement le panorama concurrentiel qui s'est beaucoup complexifié et renforcé, on a besoin d'apporter un angle supplémentaire pour être performant. Et donc, c'est la mission de mon équipe, c'est vraiment d'accompagner cette transformation culturelle pour accentuer la sensibilité de chacun dans l'entreprise à cette problématique de l'expérience client et de la satisfaction client. Comment est-ce qu'on accompagne les différents business de Saint-Gobain? Je vous ai fait un extrait d'un slide pour essayer de les accompagner dans ce voyage vers de la performance. Donc, ça illustre bien tes propos, j'allais dire de manière sur le terrain, dans une entreprise. Comment est-ce qu'on essaye de faire prendre conscience de ces enjeux-là? Déjà, on les sensibilise, comme je vous l'ai dit, sur bien comprendre leurs clients. Bien comprendre leurs clients, ce n'est pas juste c'est pas juste agir en fonction de ce que j'ai dans la tête ou de ce que je pense savoir. C'est vraiment aller poser des questions, aller au contact de ce client pour aussi se challenger parce qu'on est des gens qui souvent avons pas mal d'expérience chez Saint-Gobain, qui sommes des gens fidèles. Et donc, souvent, on peut se reposer sur nos acquis. Non, il ne faut pas. Il faut aller au contact de ce terrain, de ce client et aller réexplorer quel est son parcours avec nous, quel est son parcours et quels sont les moments clés où on va être en interaction avec lui et où on peut créer la différence. Ça va être aussi comprendre bien ses irritants. Je dis souvent, je crois que tu dois avoir un petit clic parce qu'il doit y avoir une petite animation à ce moment-là, mais on parle souvent de la symétrie des attentions, c'est critique de comprendre aussi les irritants en interne. Parce qu'un service client qui est obligé d'aller dans 10 systèmes différents et d'appeler la logistique, l'usine, etc. pour apporter une réponse à son client, vous vous doutez bien que c'est une perte de réactivité et que c'est de l'insatisfaction client derrière. Donc, comprendre les points d'interaction, comprendre les irritants, comprendre aussi
nos forces par rapport aux concurrents et sur lesquels on peut s'appuyer pour créer la différence, c'est critique. Et puis, en fonction de ça, avec cet état des lieux, et donc on offre des méthodologies, de l'accompagnement, des outils pour collecter cette voix du client, pour interviewer les clients de manière qualifiée et performante, pour dessiner ces customer journées. En fonction de cet état des lieux, on va identifier des endroits où ça vaut la peine de s'améliorer ou alors ça vaut la peine d'innover pour recréer de la différence. Et donc, cette différence, elle va être source d'efficience. Alors, ça peut être parfois des trucs assez basiques qui vont permettre que ça coûte moins cher, hein, et évidemment que c'est important aussi pour le client. Ça va créer de la satisfaction et donc ça va renforcer la loyauté je cherche toujours le mot en français, la fidélité de nos clients, mais ça va être aussi avec un impact sur l'image de nos marques. Tu parlais des réseaux sociaux, le buzz est extrêmement important. Et il faut beaucoup de buzz positif pour compenser un seul buzz négatif. Donc, pour attirer de nouveaux clients, il est absolument critique de bien traiter la base de nos clients actuels. Et évidemment, on a un enjeu très clair et un plan stratégique qui est autour de la croissance. Toutes ces étapes-là sont des facteurs clés de succès pour accélérer la croissance de nos équipes. Oui, je vois une remarque. Je suis vraiment désolée pour les slides en anglais. Vous avez tout à fait raison. Parce que je suis sur un poste international et du coup, je parle en français, mais la plupart de mes slides sont en anglais. Je vous prie de m'excuser. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui est écrit, c'est ce que je vous ai dit, hein. Et donc, on a un set de méthodologies et d'outils pour accompagner nos business là-dedans. C'est un programme qu'on appelle Pulse. Pourquoi Pulse? Parce que c'est prendre le pouls du client, évidemment. C'est aussi parce que y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir capitaliser là-dessus pour s'améliorer. Et puis, c'est aussi le fait de garder le rythme, hein, parce que c'est exigeant d'être face au client et donc il faut de la réactivité et il faut arriver à garder le rythme avec ça. Ce qui est très intéressant, les illustrations que j'ai voulu vous montrer, c'est que quand on propose une méthodologie qui est assez standard, j'allais dire, il faut que chaque pays ou chaque business de Saint-Gobain se l'approprie. Évidemment qu'en fonction des différents métiers dont je vous ai parlé du groupe, la relation client ne va pas être la même. Le client n'est pas le même. Et donc, il faut arriver à adapter ces méthodologies, adapter la découverte du client, adapter les parcours clients à cette réalité. Et donc, c'était pour vous montrer que finalement, il y a 2 exemples de business qui se sont appropriés ces méthodologies-là pour les customiser, pour les adapter en ajoutant leur petit slogan à eux pour le traduire dans leur langue, etc. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on passe par des personas, c'est assez classique, hein, on passe par des personas, on passe par des parcours clients. Et ce qu'on a voulu faire, hein, parce que mon équipe travaille donc pour, encore une fois, tous les business de Saint-Gobain, on est une petite équipe de 4 personnes, donc on ne peut pas tout faire pour tout le monde. Notre objectif, c'est de faire monter en compétence les gens en local. Et donc, on a décidé de mettre à disposition des différents business de Saint-Gobain des personas qui soient, j'allais dire, des moyennes internationales sur certains profils. Par exemple, l'architecte d'intérieur, le designer d'intérieur, on a interrogé plusieurs business dans différents pays, plusieurs experts, et puis on a fait une espèce de code mal taillé pour écrire une persona. Et on invite les différents business ensuite à faire des interviews en local avec ce type de client-là pour l'adapter à leur réalité. Donc, c'est plus facile de raisonner avec le jeu des 7 différences que de partir d'une feuille blanche. Donc, c'est le type de méthodologie qu'on met à disposition pour vraiment rendre les choses actionnables. Parce qu'il y a nos convictions. Il y a évidemment, Élise, et tu en parles très bien, ces données où on peut montrer en quoi la satisfaction elle est importante. Mais après, il faut que les business de Saint-Gobain ils puissent attraper ça et qu'ils sachent par quelle boule prendre pour comment agir dessus.
Et donc, c'est vraiment ce pont que l'on crée entre l'approche théorique et rendre actionnables les choses à leur niveau, dans leur réalité, dans leur pays, avec leurs clients en local. Alors, c'est super intéressant parce que tout ce qu'a dit Mathilde, nous, on le retrouve également. Alors, d'un point de vue investisseur, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur le terrain, évidemment, mais qu'on va regarder un petit peu les tendances qui émergent du point de vue du client. Et notre rôle, c'est de trouver justement les entreprises qui ont pris conscience de ces tendances-là et qui y répondent de manière positive. Donc, un petit peu tout ce que disait Mathilde, nous, dans les tendances qu'on peut voir apparaître chez le client, c'est des choses qui bougent tout le temps. C'est pour ça que notre travail, c'est aussi de regarder l'actualité, d'interroger même les clients directement et de voir un petit peu quelles sont leurs attentes aujourd'hui envers les entreprises. Et donc, je dirais qu'il y en a 5 qui ressortent. Donc, on a l'omnicanalité, la personnalisation, l'innovation, la confiance et la responsabilité. Pour donner rapidement un petit peu de détails, l'omnicanalité, c'est l'exemple typique d'une tendance qui a émergé avec le Covid, puisque étant privé d'accéder aux magasins physiques pendant plusieurs mois, voire années, on a développé cette facilité à réaliser tous nos achats sur Internet. Et donc là, ça a été extrêmement important pour les entreprises de prendre ce tournant, ce virage, et de beaucoup plus digitaliser leur activité pour justement permettre aux clients d'avoir accès aux produits, aux services sur la partie online. On l'a vu, par exemple, le luxe n'a pas du tout réussi à prendre ce virage-là. Et donc, ils ont été pénalisés financièrement parlant et boursièrement parlant à ce niveau-là. Donc, sur l'omnicanalité, l'idée, c'est que le parcours client va commencer online et va souvent finir en magasin physique. Donc, c'est important que l'entreprise arrive à manier vraiment les deux aspects, online et offline, pour que le client il puisse vraiment interagir comme il le souhaite et surtout rapidement, puisque c'est quelque chose aussi qui est très important maintenant. Le client n'est plus patient. Via le online, il est prêt à attendre quelques secondes pour avoir accès à ce qu'il veut. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit vraiment très lisible au niveau du site Internet pour que le client puisse s'y retrouver. Ensuite, je dirais que les aspects personnalisation et innovation, ça va un petit peu ensemble. C'est lié aussi au monde concurrentiel, Mathilde en parlait. Le client, de plus en plus, il a besoin d'avoir des produits et des services qui sont sur mesure. Et donc, pour ça, l'entreprise doit connaître les attentes de son client. Ce n'est pas forcément quelque chose de difficile. L'idée, c'est vraiment, comme le disait Mathilde, en fait, d'aller poser la question au client, tout simplement, mettre en place des études pour aller voir son client et lui demander très concrètement, qu'est-ce que vous attendez ? Quels sont vos besoins et comment nous, de notre côté, on peut y répondre. Et enfin, confiance et responsabilité, je dirais là aussi que ça va ensemble. On est vraiment sur une prise de conscience sur les sujets environnementaux et sociaux. Et donc, le client a besoin que l'entreprise s'engage sur ces sujets-là, donc qu'elle communique autour de valeurs fortes justement sur l'aspect environnemental et social, que ces valeurs soient partagées, qu'elles soient communes à celles du client, puisque c'est ce qu'il va rechercher. C'est comme ça qu'on crée aussi un lien personnalisé finalement entre client et entreprise. Et donc, vraiment communiquer autour de ça pour que le client puisse le percevoir et adhérer. C'est vraiment cette question d'adhérer à une valeur commune, à quelque chose qui va les rassembler, l'entreprise et le client. Et c'est ce qui créera aussi par la suite de la fidélité finalement. Sur le côté responsabilité, il y a vraiment également cette idée de tenir ses engagements, puisque c'est souvent un petit peu le problème. On a tout ce qui est greenwashing qui est encore très présent et le client n'a pas forcément confiance dans ce que l'entreprise va annoncer. Et donc, au-delà de simplement peut-être faire des annonces sur des engagements, c'est aussi le prouver, en fait. C'est donner des exemples très concrets de qu'est-ce qui est mis en place pour atteindre l'objectif que l'entreprise a annoncé. Et ça, c'est hyper important puisque le client, il a tendance à très vite se détourner d'une entreprise, toujours dans cette idée de monde concurrentiel. C'est ce que vous voyez là sur le graphique. Il y a un tiers des clients qui vont se détourner d'une entreprise après une mauvaise expérience et ils sont la moitié à le faire après plusieurs mauvaises expériences. Donc, c'est vraiment très important pour l'entreprise de vraiment se positionner et sur cette tendance-là et de bien connaître son client pour pouvoir justement éviter de potentielles insatisfactions. Oui, alors c'est toujours en anglais, mais je vais vous expliquer. Je vais rebondir, Élise, sur ce que tu disais de l'omnicanalité, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille énormément chez Saint-Gobain. Et on a remarqué plusieurs choses. On a développé en fait pas mal de ce qu'on appelle des e-shops, c'est-à-dire c'est de la digitalisation de la prise de commande
en rendant le client autonome pour passer ses commandes sur un environnement Internet. Et donc, pour qu'il puisse passer sa commande sans appeler le commercial ou sans appeler le service client dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on a regardé? Déjà, on se rend compte que c'est extrêmement long de passer une commande par téléphone aujourd'hui. En fait, ça demande, ça prend voilà, entre 11 et 20 minutes, voire même 30 minutes pour passer une commande. C'est entre guillemets, enfin, plus personne n'accepte ça, ou en tout cas, nous, on est aussi des consommateurs le soir, et donc, quand la journée, on est le professionnel, bah, on ne pose pas non plus toutes nos habitudes ou le cerveau à côté. Donc, c'est vrai qu'on est impacté par ce qui se passe dans le B2C. Ça forge des nouvelles attentes aussi en business to business. Et donc, digitaliser cette prise de commande, ça a beaucoup d'aspects bénéfiques. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on compare une base de clients qui ne passe que ses commandes offline versus une base de clients qui passe des commandes à la fois online et offline, la croissance de ces derniers est bien plus forte que la croissance des clients qui ne sont que offline. Donc, ces facteurs de croissance du business, de vente additionnelle. La deuxième chose, c'est que en ligne, les clients ne peuvent pas négocier. Or, vous savez qu'on est sur des métiers où il y a une relation plutôt long terme, où il y a une vraie relation entre le vendeur et son client, et où les prix ne sont pas des prix affichés sur catalogue. Il y a souvent de la personnalisation, de l'adaptation, etc. Et donc, en tout cas, on sait qu'il y a des prix qui peuvent être un peu fluctuants. Donc, quand le client passe sa commande en ligne, il ne va pas demander le petit geste commercial à son vendeur, et donc les marges sont meilleures pour l'entreprise aussi. C'est aussi un facteur de fidélité. Évidemment qu'en ligne, le client il peut passer ses commandes la nuit, le jour, le week-end, bref, quand ça l'arrange lui, et pas seulement quand le commercial est disponible, répond au téléphone, n'est pas au volant de sa voiture, du coup, il faut qu'il note sur son petit carnet ou sur son ordinateur la commande, etc. Donc, c'est très important. Et enfin, vous vous doutez bien que c'est aussi un facteur de satisfaction parce que dès qu'il y a une erreur, d'où vient l'erreur? Est-ce que c'est le client qui s'est trompé en annonçant la commande? Est-ce que c'est le service client qui s'est trompé en la saisissant? Ça donne lieu à des échanges qui sont sans fin, et donc de l'insatisfaction pour les équipes et de la frustration pour les équipes et aussi pour le client. Donc en fait, ça permet aussi d'avoir une meilleure satisfaction client. Donc vous voyez à quel point croissance, rentabilité, efficience des équipes, satisfaction des équipes et du client sont profondément liés dans cette digitalisation de la prise de commande, alors qu'il peut être de l'EDI quand les systèmes se parlent directement, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur des systèmes d'e-shop, et donc e-shop, ça ne veut pas dire que c'est accessible aux particuliers, hein, pas du tout, c'est-à-dire c'est sur la base de clients existante, connue, avec un login qui permet d'accéder à cette interface de prise de saisie de la commande. Et voilà. Alors peut-être pour faire le lien entre satisfaction client et performance financière, même si Mathilde a très bien introduit le sujet, nous, c'est des choses du coup qu'on va regarder au sein de Trust in Finance et plus particulièrement au sein du processus d'investissement, donc Return on Customer. Et donc, ce lien entre satisfaction client et profitabilité de l'entreprise, pour nous, elle va passer par 3 piliers. Donc, la fidélité, le coût d'acquisition et le pricing power. La fidélité, Mathilde en parlait juste à l'instant, mais ça va vraiment être l'idée que si le client est satisfait, si le client est autonome dans ses démarches, eh bien, il a davantage tendance à être fidèle. Et je pourrais même relier ça au concept du cross-selling, où là, l'idée, c'est de dire si le client est satisfait et il est fidèle, alors il va être plus à même d'acheter des produits de la même marque. Ce que Mathilde disait avec la plateforme où le client peut faire ses commandes lui-même, eh bien, il va pouvoir être attiré par d'autres produits et donc forcément, ça va impacter positivement les finances de l'entreprise.
Au niveau du coût d'acquisition, donc là, on le sait, acquérir un nouveau client, ça coûte 5 fois plus cher que de conserver un client existant. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment se focaliser sur satisfaire son client, là maintenant actuel, pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et le fait de le garder aussi, ça va permettre de la recommandation. Je le disais un petit peu tout à l'heure avec tout ce qui était réseaux sociaux et le fait pour un client de pouvoir partager son avis, il va aussi beaucoup communiquer au-delà même des réseaux sociaux avec ses amis, sa famille, ses collègues et donc recommander une marque ou un produit. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un petit peu de la publicité gratuite, si vous voulez, pour l'entreprise, qui du coup n'aura pas à dépenser des coûts assez élevés en marketing pour attirer des nouveaux clients. Donc, pour l'entreprise, ça va permettre une augmentation des marges via une réduction des coûts. Donc ça, c'est aussi un pilier intéressant. Et le dernier, ça va être le pricing power. Là, l'idée, c'est de dire si le client est satisfait, eh bien, il va être plus à même d'accepter une augmentation des prix de la part de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas forcément retrouver soit la même qualité de produit, soit la même expérience client qui se trouve autour du produit ou du service. Et donc, l'augmentation des prix sera plus facile à accepter pour lui s'il est vraiment pleinement satisfait donc, sur à la fois le produit et le service et l'expérience qu'il peut avoir autour. Donc nous, on le voit également avec donc, le retour sur investissement de la mise en place d'un programme de gestion du parcours client. Vous le voyez un petit peu sur ce graphique-là, mais on le voit sur une entreprise qui a implémenté ce type de programme, eh bien, le chiffre d'affaires pour ces entreprises-là va augmenter, donc vraiment pour celui qui est généré via la recommandation, mais également le chiffre d'affaires de manière générale. C'est ce que Mathilde disait, il ne va pas forcément demander de gestes commerciaux sur des commandes, ou alors il va ajouter des produits supplémentaires dans son panier, donc le panier moyen va augmenter pour le client, et donc c'est du chiffre d'affaires en plus pour l'entreprise. Et également, la valeur vie du client va augmenter. Donc là, c'est ce qui est lié à la fidélité, puisque l'entreprise va rester plus longtemps, le client va rester plus longtemps client de l'entreprise, et donc ce sera aussi un gain pour l'entreprise. Donc du coup, on a vraiment un lien avec le côté financier qui va passer soit par une augmentation du chiffre d'affaires, soit par une amélioration des marges, soit par une réduction des coûts, et dans l'idéal, les trois, évidemment. Et c'est vrai qu'on a absolument constaté ça, Élise. Je suis désolée, j'ai oublié de retirer toutes les animations. Mais on a absolument constaté ça. Alors, dans la distribution où l'étude a vraiment été conduite pour voir notamment le lien entre le NPS, le Net Promoter Score, et la rentabilité. Parce qu'on a énormément d'agences en France, vous voyez qu'on a 2000 agences, donc ça devient une analyse quantitative vraiment représentative. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? C'est que il y a un ensemble de clients qui sont régulièrement interrogés sur leur satisfaction et sur la recommandation de l'enseigne qu'ils vont donner. Et on a fait le lien entre cette recommandation, ce NPS, et la rentabilité de l'agence. Alors, je ne vais pas vous communiquer les chiffres parce que vous doutez bien que c'est un peu sensible, mais c'est absolument remarquable le lien direct, la corrélation entre le NPS et la rentabilité de l'agence. Donc, une agence qui traite bien ses clients, une agence qui revient vers eux, qui traite les réclamations, voilà, c'est une agence qui est plus rentable. Et c'est assez frappant. Ce que j'ai aimé aussi dans ce que tu disais, Élise, t'introduisais les notions de confiance, de personnalisation. Je pense qu'il y a une vraie dimension émotionnelle aussi qui est très importante à prendre en compte, parce que là, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de choses entre guillemets dures, financières, mais il y a vraiment cette notion émotionnelle qui est extrêmement forte. Et j'aime bien citer l'exemple dans ce magasin d'un client qui avait répondu au questionnaire de satisfaction en disant qu'il trouvait que le café était mauvais. Bon, vous vous doutez bien, le chef d'agence qui du coup va à la machine, reteste, et non, il ne voit pas de problème. Bon, c'était le seul client qui se plaignait de la qualité du café dans cette agence-là.
Et du coup, il y a quelqu'un qui a creusé, qui s'est dit, bon, c'est bizarre, et il le croise le lendemain dans l'agence, et puis commence à l'interroger, à lui poser des questions ouvertes, etc. Et en fait, de quoi s'est-on rendu compte? C'est qu'en fait, le chef d'agence avait une Nespresso dans son bureau. Or, il invitait certains clients avec lesquels il était un peu pote, à passer derrière le comptoir, à rentrer dans son bureau et il leur offrait un café Nespresso. Mais c'était vraiment réservé aux happy few, quoi. Et donc, ce client-là ne faisait pas partie des amis du chef d'agence qui avaient le droit de passer derrière le comptoir pour avoir le café Nespresso. Et donc, sa frustration, il la retranscrivait dans le questionnaire en disant « le café de la machine à café, il n'est pas bon ». Alors qu'en fait, ce n'était pas ça le vrai problème. Donc, cette dimension émotionnelle, elle est hyper importante à explorer, à prendre en compte. Et on ne peut pas se contenter de ce que va vous dire le NPS de manière assez flat, mais il faut aussi continuer à explorer tout ce qu'il y a derrière pour comprendre les mécanismes et pour sans cesse s'améliorer. C'est un chemin qui est sans fin. Et ça passe vraiment par la discussion avec le client. En fait, Exactement. Il n'y a rien de plus simple pour avoir l'information, c'est vraiment d'aller sur le terrain et de lui poser la question, d'écouter les retours qu'il a à faire, parce que poser la question mais ne pas prendre en compte la réponse, évidemment, ça ne nous avancera pas. Et avec ces feedbacks, de les travailler en interne et de proposer des solutions qui ne sont pas compliquées. Finalement, là, l'exemple sur la machine à café, voilà, ce n'était pas très compliqué, mais il fallait s'en rendre compte. Et donc, pour ça, effectivement, il faut poser la question directement au client. Alors maintenant, pour faire le lien avec la performance extra-financière, puisque du coup, de une, c'est très lié et nous, c'est vraiment ce qu'on met en avant chez Trust in Finance dans la gestion des actifs. On le voit aussi, donc à travers différentes études, le client, il a vraiment pris conscience des enjeux climatiques, mais également des enjeux sociaux et de gouvernance. Et donc, il a des attentes par rapport à ça. Je le disais un petit peu plus tôt, mais il a besoin que l'entreprise s'engage aussi sur ces sujets-là, puisque, à titre informatif, il place les entreprises juste derrière l'État comme acteurs devant répondre et trouver des solutions à la crise écologique. Donc, il est prêt à faire des efforts, mais derrière, il faut que l'entreprise aussi puisse lui proposer des produits ou des services qui vont répondre à cette capacité à faire des efforts et donc à améliorer l'impact environnemental. Et donc, voilà, l'entreprise doit vraiment prendre en compte ces enjeux-là. Le client, à titre informatif, ils sont 78% à dire qu'ils sont préoccupés par la situation environnementale et c'est même un critère d'achat pour 62% d'entre eux. Donc, c'est extrêmement élevé. Ça montre vraiment que, et surtout, ça augmente avec le temps, que c'est vraiment un critère important pour lui et qu'il a besoin de retrouver des produits, des services qui vont répondre à ces attentes-là. Nous, on fait une étude très régulière avec l'Obsoco, qui est l'Observatoire Consommation et Société, qui va, si vous voulez, mesurer la perception que vont avoir les consommateurs sur la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux par les entreprises. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont seulement 14%, c'est un chiffre très faible, à estimer que les entreprises elles sont suffisamment impliquées dans la réponse à la crise écologique. Donc là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est effectivement, de manière générale, que les entreprises n'en ont pas toute conscience. Alors oui, de plus en plus, mais ce n'est pas encore une évidence pour tout le monde. On y travaille. Et là, le deuxième point, c'est que même si elles en ont conscience, même si elles font des efforts dans ce sens-là, ce n'est pas pour ça que le client, lui, il va le percevoir. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est vraiment cette dissonance, puisque si le consommateur il ne voit pas tous ces efforts qui sont mis en place par l'entreprise, il ne deviendra pas client. Parce que pour lui, l'entreprise ne répondra pas à ses attentes. Alors même que de son côté, l'entreprise a l'impression de faire ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de toujours être en contact avec le client, de toujours discuter avec lui. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps, c'est vraiment, pourquoi pas à chaque interaction, si c'est possible, pour vraiment s'assurer que la perception qu'a le client de tout ce que l'entreprise met en place, elle est bonne, elle est là. Et c'est ce qui permettra de continuer à fidéliser le client et d'en attirer également d'autres. Alors, tu parlais de perception client et c'est très intéressant. Alors, chez Saint-Gobain, on a une chaîne de valeur qui est très complexe. La chaîne de valeur de la construction, elle est très, très complexe. On a pour habitude de définir le client comme toute personne qui a un impact sur la décision d'achat. Et donc, ça peut être l'architecte, ça peut être le bureau d'études
thermique, ça peut être le particulier, évidemment l'artisan, la distribution. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui vont impacter la décision d'achat. Ce que je voulais illustrer là dans tes propos, c'est que finalement, quand on va chercher des informations auprès de nos clients, il y a vraiment des pépites qui sont cachées là-dedans. Parfois, comme tu le dis, ce n'est pas des choses très compliquées. Mais en revanche, il faut juste avoir pris le temps d'écouter et de traiter ces informations pour proposer une solution adaptée. J'ai pris cet exemple qui est assez simple. On est allé écouter les clients en Espagne et c'était pas du tout sur le packaging en fait. On a commencé à étudier le parcours client des gens qui font les travaux eux-mêmes, les fameux DIYers, je ne sais pas si ceux qui font les travaux eux-mêmes, les gros bricoleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en magasin, sur les produits qui permettent de faire des joints pour le carrelage, ils avaient besoin d'être rassurés sur la couleur du joint qu'ils allaient obtenir. Or, nos packaging, ils étaient complètement opaques. Et donc, en magasin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur petit canif et puis ils perçaient le paquet pour voir quelle était la couleur de la poudre à l'intérieur. Donc, vous imaginez que, en termes de satisfaction client, c'est pas terrible, c'est pas très rassurant, ça cultive pas trop la confiance. Si on vous dit, croyez-moi, il est gris, c'est quand même pas terrible. Et puis, évidemment, pour le distributeur, c'est pas non plus formidable parce qu'il se retrouve avec des sacs qui sont percés, qu'il va du coup devoir jeter, probablement sa surface de vente qui est salie, etc. Et donc, ça a été un tout petit pas, mais c'est juste créer un packaging, faire évoluer le packaging pour mettre une fenêtre, une fenêtre transparente sur le sac pour que cette cible de clientèle-là, qui n'achète pas tous les matins nos paquets, parce que j'imagine que l'artisan, lui, il connaît son produit, il va toujours les yeux fermés acheter le même, donc ce n'est pas le problème. Mais cette cible de clients, de gros bricoleurs qui vont acheter leur sac pour faire leurs joints, ça leur a changé la vie. Et du coup, c'est source de satisfaction pour plusieurs acteurs de la chaîne. On fait d'une pierre deux coups. Mais ça, ce n'était pas du tout, encore une fois, ce n'était pas ce qu'on cherchait. On ne cherchait pas spécialement à faire évoluer le packaging, mais ça a été un effet collatéral du fait d'interroger les clients et de s'intéresser à une cible de clients particulière. Voilà, c'est juste pour le processus qui était juste partir. Voilà. Une autre approche, parce que tu parlais, et Marie-Hermine parlait aussi d'innovation dans l'introduction, parce que faire évoluer le packaging, je ne considère pas que ce soit vraiment une innovation. En revanche, là, on a un business chez Saint-Gobain qui est un business très industriel et très international. Je ne saurais même pas bien vous expliquer parce que c'est très technique. Sont des systèmes de céramique pour la filtration en fait, de l'eau. Et ils nous ont demandé d'explorer, de mieux connaître leurs clients. Donc, on a choisi déjà un segment de clientèle qui leur semblait important pour eux. Et puis après, on a interviewé ces clients-là, on est allé les voir, on a fait un guide d'interview, on leur a posé plein de questions. On a entraîné les équipes aussi pour leur dire voilà comment on pose les questions. Parce que si vous faites que des questions fermées, par exemple, vous n'en tirez pas grand-chose. Donc, avoir cette capacité de formuler les questions, de bien prendre en compte, de bien utiliser les mêmes mots, c'est très important. Il y a eu une phase d'analyse. Et en fait, ils sont arrivés sur une solution, en fait, un irritant de leurs clients qu'ils n'avaient jamais pris en compte, qu'ils n'avaient jamais entendu. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de mobilité de leur solution. Eux, ils étaient sur des trucs super lourds, fixes, ad vitam aeternam. Et ils se sont dit, OK, donc il y a un besoin, en fait, d'avoir une solution que l'on puisse déplacer au plus près de certains endroits, de certaines zones de production. Et donc, ils ont de leur produit qui est un élément au sein
d'une solution plus complète. Donc, ils vendaient un ingrédient, j'allais dire, de la solution pour ces clients-là. Ils se sont dit, en fait, on peut proposer une solution complète, mobile. Donc, vous voyez la solution qui est là, donc c'est dans un container. Et ça va permettre vraiment d'offrir une solution à ces clients-là. Donc, ça a été testé auprès des clients qui ont été enchantés. Mais ça demande aussi une vraie remise en question. Parce qu'en fait, ça nous sort complètement de notre zone de confort. Et ça, c'est pour ça aussi que c'est pas toujours facile d'écouter le client. Tu le disais, Élise, c'est bien de l'écouter, mais il faut vraiment l'entendre en quelque sorte. C'est pas facile parce que du coup, nous, on a l'habitude de vendre un composant. Là, tu vends une solution complète. Quel prix tu mets, comment tu le mets en marché, comment tu en parles, à qui tu vas le vendre, ça te sort complètement de ta zone de confort. Et du coup, ça oblige à revoir notre manière de faire du marketing, notre manière d'aller voir le client, de lui communiquer, de traiter, de comprendre sur quels critères va être liée sa satisfaction. Et donc, en fait, on rentre dans de l'innovation qui est de l'innovation là, de nouveaux business models, de nouvelles manières d'aller sur le marché. Donc, ça peut aller très, très loin. Donc, du changement de packaging vers aller cibler des nouveaux clients avec des nouvelles solutions et de nouvelles manières d'aller sur le marché, il y a tout un panel de remise en cause que peuvent apporter cette meilleure connaissance des clients. Et évidemment, c'est du business additionnel, donc voilà. Peut-être en première conclusion, je voulais revenir sur notre process d'investissement et donc comment nous, on va regarder un petit peu tout ce que Mathilde a expliqué d'un point de vue investisseur, comment on va repérer ces bonnes pratiques au sein d'une entreprise dans lesquelles on va investir par la suite. Si vous voulez, notre process, il est basé en 2 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la voix du client. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'information du point de vue du client sur une entreprise dans un secteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer des scores de satisfaction, donc en général de 0 à 100. Donc, sur un secteur, il y a différentes entreprises concurrentes qui sont sondées. Et nous, quand on récupère les résultats, on les retraite en interne et on voit un petit peu quelles sont les entreprises qui semblent être préférées par le client. Ce qu'on fait également, et ça c'est un petit peu plus particulier, ça va être des études qu'on va nous-mêmes lancer, donc auprès d'un panel de répondants, sur des marchés un peu de niche sur lesquels on ne va pas forcément avoir de l'information, puisque c'est assez simple d'avoir de l'information sur tout ce qui est entreprise en B2C. Donc, je sais pas, je pense à la grande distribution, etc. Là, on va avoir de l'information facilement par des instituts. Donc, on travaille avec plus de 40 fournisseurs de données, mais sur des business models, donc plus en B2B, où les clients, ça va être des entreprises. Là, c'est un peu plus compliqué d'avoir de l'information. Donc, on va nous-mêmes la chercher en lançant des études auprès de ces entreprises-là. Et donc, ça nous permet d'avoir une représentation à l'instant T de ce qu'est la satisfaction client sur ces entreprises-là. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est un investisseur de long terme. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette satisfaction-là, elle va perdurer. On a quand même un historique de plus de 10 ans, puisque ça fait une dizaine d'années qu'on travaille autour des sujets liés à la satisfaction client. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations sur une entreprise et c'est super intéressant. Mais pour le futur, faut s'assurer que la satisfaction va continuer. C'est là qu'intervient du coup la deuxième étape, où là, on va analyser la stratégie client. Et ça passe tout simplement par une rencontre avec l'entreprise qu'on va essayer un petit peu de challenger sur ces sujets-là pour savoir est-ce qu'elle connaît bien ses clients. Donc, on revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit depuis le début de ce webinaire, mais qui sont les clients, quelles sont leurs attentes et quels outils vous utilisez pour connaître les attentes de vos clients. Une fois que les attentes elles sont connues et maîtrisées par l'entreprise, c'est comment est-ce que vous allez y répondre. Donc là, c'est la question de comment est-ce que le client est impliqué dans le processus d'innovation. Puisqu'il y a un petit peu 2 stratégies. C'est soit l'entreprise, elle va créer son produit, son service de son côté, le mettre sur le marché et après faire énormément de marketing autour de ce qu'elle a lancé pour convaincre le client qu'il a besoin de ce produit ou de ce service.
Or, la deuxième possibilité, qui est donc préférée, donc, qui est beaucoup mieux, ça va être de lancer des enquêtes un petit peu sur le client, de comprendre ce qu'il attend et de collaborer avec lui pour co-construire le produit ou le service qui répondra à ses attentes. Puisque là, vous vous assurez que dès le lancement sur le marché, vous aurez des potentiels clients puisque vous savez que vous avez construit cette réponse à ce besoin avec lui. Donc déjà, il sera beaucoup plus convaincu. Et là, on retrouve ce lien avec la performance financière puisque ça entraîne une réduction des coûts et une augmentation du chiffre d'affaires et des marges par la suite. Il y aura également toute la question sur la gestion de l'insatisfaction puisque connaître les attentes de son client, c'est bien, mais pourquoi il est insatisfait? C'est l'exemple que nous donnait Mathilde avec la couleur des joints. Bon, voilà, il n'est pas forcément satisfait. Je suis au courant. Maintenant, je mets en place la réponse pour qu'il devienne satisfait. Ensuite, un autre point qui est très important, c'est l'implication du management et de la culture client, puisqu'on considère que la culture client, la satisfaction du client, ça doit être des sujets portés au plus haut niveau de l'entreprise, donc au niveau du top management. Ça va vraiment être à eux de diffuser cette culture client, de sensibiliser les employés à la satisfaction client. Et donc ça peut passer par soit un département dédié à l'expérience client, comme Mathilde nous l'a montré avec Saint-Gobain, voire un Chief Customer Officer présent au COMEX, donc qui va pouvoir vraiment représenter le client au plus haut niveau. Et également par des éléments de rémunération, où là, ça va être les dirigeants qui peuvent être incentivés directement sur des critères liés à la satisfaction client. C'est tout à fait possible via la mesure du NPS, comme le montrait Mathilde. Et sur la culture client, c'est pareil, ça va être tout ce qui est lié à la symétrie des attentions, qui dit en fait que si l'employé est satisfait de son travail, il est content d'exercer son métier, eh bien, ça va se ressentir aussi du point de vue du client qui va du coup être beaucoup plus satisfait parce qu'il va être en face d'une personne qui est motivée et qui va lui donner envie de profiter de l'expérience et donc d'acheter le produit ou le service. Donc, c'est vraiment ce qu'on va regarder au sein des entreprises. Et pour finir sur la conclusion, je ne sais pas où vous étiez arrêté dans mon discours, mais je disais juste que vraiment, à partir du moment où l'entreprise est concentrée sur le client et qu'elle met vraiment tout en œuvre pour le comprendre et satisfaire ses attentes, eh bien, on a cette performance financière qui va suivre derrière et qui va assurer à l'entreprise une durabilité. Et c'est ça qui est vraiment important, je pense, aujourd'hui à retenir. Et ce n'est pas forcément très compliqué. Je pense que vous l'avez compris à travers notre discours et à travers les exemples de Mathilde. Satisfaire son client, comprendre ses attentes, ça ne demande pas forcément des moyens extraordinaires. Des petites entreprises peuvent le faire aussi. C'est simplement aller à la discussion, aller à la rencontre du client, être sur le terrain pour vraiment comprendre et être au plus près de lui. Et c'est comme ça que naturellement, les process vont se mettre en place.